Après Béni, le chef de l'État est annoncé ce mercredi à Kasindi. Sur place, il aura un tête-à-tête avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni, avant de lancer les travaux de construction de la route Béni-Kasindi. À l'Assemblée nationale, rejet du projet de loi d'habilitation du gouvernement ce mardi en seconde lecture après le Sénat. Affaire Bukanga-Lonzo, le Sénat a assumé son indépendance. Il a dit non une nouvelle fois à la levée des immunités de Matata Ponyo. Justice, procès sans jour. La peine de Vital Kamerhe est réduite à 13 ans de travaux forcés. Verdict de la Cour d'appel de Kinshasa ce mardi. On en parle avec Maître Jean-Marie Kabengela, l'un de ses avocats. Et puis, en sport, Constant Omari vient de rendre les tabliers. Le président de la FECOFA vient de démissionner de ses fonctions. Sport toujours, Vodacom Première Ligue, nouvel épisode dans l'affaire Matuta. La sanctionné avec le perd les titres au bureau au grand bonheur du tout-puissant Mazembe. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre aux 13h. Le chef de l'État est annoncé ce mercredi à Kasindi, cité frontalière avec l'Ouganda. Sur place, il aura un tête-à-tête avec son homologue ougandais, Yoweri Museveni. Et Félix Antoine Tshisekedi lancera par la suite les travaux de construction de la route Kasindi-Béni. Le président de la République se déplace de nouveau après son arrivée ce mardi à Béni. Des milliers d'habitants de cette ville s'étaient mobilisés pour l'accueillir. De l'aéroport jusqu'au centre-ville de Béni, les habitants, très heureux de la visite du chef de l'État dans la zone, se sont amassés le long de la route pour réserver un accueil digne à l'autorité suprême du pays. Aussitôt accueilli par les officiels au tarmac de l'aéroport de Mavivi, le chef de l'État s'est directement dirigé à son hôtel, sans passer par le centre-ville, où le décor était déjà planté au rond-point du 30 juin en plein cœur de Béni. Ici, c'est une autre foule immense qui attendait également le président de la République pour un accueil proportionnel aux attentes des populations de Béni. Ce qui n'a plus été le cas, cet itinéraire ne correspondant pas à l'agenda du chef de l'État aux premières heures de son séjour à Béni, et ce, malgré une très longue attente de la population qui voulait à tout prix communier avec son président. Depuis le matin, nous l'attendons ici à l'aéroport. Il ne veut pas même nous saluer. Du matin à 17h, 18h, même un petit bonjour. Nous sommes tellement énervés. Nous sommes déçus par rapport à ce que le président vient de faire pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? On attendait le président, mais il vient de passer sans saluer même la population. Nous sommes obligés de retourner à la maison. Imaginez, depuis le matin, on est à l'aéroport et on voit une délégation qui va nous passer. Même ça, une main de salutation, nous sommes vraiment déçus et désolés. L'essentiel est que le président de la République est arrivé pour trouver solution au problème d'insécurité dans cette zone, relativise un cadre de l'UDPS, tout en remerciant la population de Béni qui a séché ses activités pour accueillir le chef de l'État. Nous comprenons la réaction de la population de Béni. Nous remercions d'abord le fait pour la population d'avoir laissé le travail et de venir accueillir le président. Nous les remercions pour cela et nous comprenons aussi la population. Nous demandons pardon au nom du chef de l'État à toute la population parce qu'il n'a même pas salué la population vu l'agenda chargé. Quoi qu'il en soit, la visite du président Félix Tshisekedi à Béni était le souhait de tous, une visite qui suscite beaucoup d'espoir au sein de la population du Nord Kivu, qui croit en la détermination et la ferme volonté du commandant suprême de restaurer la paix et la sécurité, devenue une denrée rare à l'est du pays depuis plus d'une décennie. Le président de la République, justement, était accompagné de plusieurs députés et membres du gouvernement aux côtés des hauts responsables de l'armée dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Quelques députés nationaux accompagnent le chef de l'État dans sa mission au Nord Kivu, avec à leur tête le président du caucus des députés nationaux, élus du Nord Kivu. Arrivé en ville de Béni dans l'avant-midi de ce mardi pour accueillir le président de la République, l'honorable Singo Mamwanza justifie la présence des élus nationaux sur place par les soucis de voir les tueries s'arrêter à Béni, mais aussi une manière pour eux de soutenir le chef de l'État dans sa détermination de restaurer la paix et la sécurité à l'est du pays, avec notamment la mesure de l'état des sièges. Nous sommes ici pour accueillir le chef de l'État ici à Béni, mais aussi rappelez-vous que notre grand souci est surtout dans la mise en place de l'état de siège et le retour de la sécurité. Donc maintenant, ce que nous voulons ici par notre présence, c'est non seulement donner un soutien au chef de l'État, un soutien à l'état de siège,
pour qu'on puisse recouvrer la sécurité dans le territoire de Béni et le reste de Nord-Kivu. Le président du caucus des députés nationaux du Nord-Kivu profite également de sa présence avec ses collègues à Béni pour lancer un message d'espoir et de compassion à l'ensemble de la population meurtrie de la région. C'est toujours le même message, vraiment de compassion, et leur dire que chaque fois qu'on tue un de nos frères, nos sœurs, nos parents ici à Béni, ça nous touche énormément. Donc oui, un mort de trop, c'est toujours un mort de trop, mais aujourd'hui ce qu'on peut leur dire, c'est qu'ils soient rassurés que non seulement tous les élus du Nord-Kivu, les chefs de l'État et tout le gouvernement a mis tout en place pour pouvoir justement mettre fin à ces crimes odieux qu'ils subissent. La présence du chef de l'État à Béni rassure, et par celle-ci, la population souhaite que son calvaire de près d'une décennie, caractérisé par des massacres des populations civiles, trouve une solution définitive. Sur ces déplacements annoncés du président de la République démocratique du Congo à Kasindi pour lancer la construction de la route Kasindi-Béni, en quoi cette route intéresse les autorités? Par téléphone, nous avons en ligne le député national Olive Moudekireza, élu de Walungu, Sud Kivu. Il est aussi opérateur économique de longue date. On l'écoute. Tous les députés, leur plaidoirie, c'est les routes. On commence par les routes de dessertes agricoles qui relient les routes nationales d'intérêt commun. Et aujourd'hui, la route de Kasindi qui relie entre l'Ouganda et la RDC à partir de Béni a un impact positif sur l'économie. Et je crois que si de telles actions sont multipliées au pays, ça va relier les pays au niveau de la région et ça va relier aussi les provinces aux autres. La route là va relier la RN2, RN3, RN4, RN5 et vous avez l'interconnexion régionale entre l'Ouganda, la RDC à partir de l'Est. Quand vous êtes à Goma, vous allez continuer vers Bukavu, la RND, vous avez aussi le Rwanda, vous avez l'Ouganda, vous avez le port de Dar es Salaam. C'est avec les routes qu'on va développer les pays. Je crois qu'à un moment même, les routes aussi chassent l'insécurité. Je crois qu'en reconstruisant, en réhabilitant, en faisant des routes, ça va permettre au pays de se développer. Les routes, c'est les clés de développement. Nous avons toujours plaidé pour ça. Et nous continuons à le dire, réhabilitons-nous, construisons-nous les routes. Nous félicitons le chef de l'État avec son homologue ougandais d'avoir pris un accord pour permettre à connecter les deux peuples. Tout à fait autre chose. En plénière ce mardi, l'Assemblée nationale a rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement en seconde lecture après examen par le Sénat. Les présidents de deux chambres du Parlement vont se réunir ce mercredi pour plus de détails. Ça sera un premier refus enregistré dans la coalition au pouvoir, l'Union sacrée de la nation. L'Assemblée nationale a rejeté l'examen du projet de loi portant habilitation du gouvernement, tel que souhaité par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce projet de loi veut permettre, afin d'obtenir du Parlement la délégation de son pouvoir en autorisant au gouvernement ou au président de la République de légiférer par ordonnance-loi sur 3 domaines: l'état des sièges, les réformes des finances publiques et le numérique. Présenté et défendu par Christophe Lutundula et Eberand Kolongele, ce projet de loi a été pourtant adopté au Sénat, alors que les députés nationaux se sont simplement opposés qu'elle soit inscrite au calendrier des matières à traiter au cours de cette session de mars. Même si rien n'est perdu à l'heure actuelle, la première décision des parlementaires acquis à l'Union sacrée pour la nation s'inscrit dans le respect des principes sacro-saints de la séparation de pouvoir. Au Sénat, par exemple, les élus des élus ont été critiques sur ce projet de loi, mais l'ont voté à la fin. Dans les couloirs du Palais du Peuple, les députés nationaux n'ont pas caché leur crainte de voir l'exécutif s'accaparer pour longtemps de leur pouvoir et agir dans l'arbitraire. Malgré l'insistance du président Christophe Mbosonkodia de cette institution pour tenter de convaincre l'Assemblée nationale, les députés ont simplement et purement rejeté l'inscription de ce projet de loi aux matières à examiner. Un député explique qu'à la lumière de l'article 144 de la Constitution, la clôture de cette session ordinaire au Parlement est d'office retardée
étant donné que l'état de siège est déjà proclamé durant une session ordinaire. Il n'est ni question d'une loi d'habilitation, ni de convocation d'une session extraordinaire. La prolongation de l'état de siège ou d'urgence est de la compétence du Parlement, insistent les députés. L'Assemblée nationale prend-elle conscience de son pouvoir, s'interrogent certains députés, après plusieurs mots d'ordre provenant de leur parti politique, avant et après la formation du gouvernement de l'Union sacrée. Rien n'est sûr actuellement. Mais les députés nationaux voudraient visiblement, avec ces refus, faire prévaloir leur pouvoir, qui consiste à légiférer des lois sans aucune immixtion de l'exécutif. Dossier Bukangalondo, le sénateur Matata Ponyo ne sera pas livré à la justice. Ce mardi, la levée des immunités de l'ancien Premier ministre a été rejetée par le Sénat une nouvelle fois. Sur les 96 votants, 49 ont voté contre cette levée. Augustin Matata Ponyo ne sera peut-être pas traduit en justice. C'est ce qui ressort du vote au Sénat sur la levée ou non de ses immunités. Sur 96 votants, 49 ont voté non à la levée des immunités du sénateur, 46 ont voté oui. Un bulletin nul. En conséquence, l'ancien Premier ministre ne sera pas livré à la justice. Notez que le procureur général près la Cour constitutionnelle avait, à travers un réquisitoire, demandé la levée des immunités du sénateur Augustin Matata Ponyo, en tant qu'ancien Premier ministre impliqué dans la débâcle du projet du parc agro-industriel de Bukangalondo. Une satisfaction pour cet ancien cadre du FCC qui n'a pas tardé de remercier ses pairs, qui selon lui ont opéré un choix réfléchi. Par la même occasion, le sénateur Matata Ponyo, qui s'en sort bien, a encore insisté qu'il n'a jamais détourné les fonds destinés au projet Bukangalondo. Il dit, je cite, « C'est aussi une occasion pour moi d'affirmer encore, une fois de plus, que je n'ai pris ni directement ni indirectement $1 de ces fonds, au regard des monétiques des travail et de mes convictions les plus profondes, je ne peux en aucun cas me verser à de telles pratiques. Ce serait décevoir toute l'opinion congolaise, africaine et du monde qui croit encore que les Africains sont capables de gérer la chose publique selon les exigences strictes de la bonne gouvernance, a-t-il déclaré Augustin Matata Ponyo. Siégeant au second degré, la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict ce mardi dans l'affaire de détournement des deniers publics destinés à financer la construction des maisons préfabriquées dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Contrairement au jugement en première instance, le juge d'appel a réduit à 13 ans de travaux forcés la peine de l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamere, qui reste donc en prison. On en parle, comme j'annonce au début de ce journal, avec l'un de ses avocats sur ces plateaux. Il s'agit des maîtres Jean-Marie Kabengela Ilunga. Bienvenue. Merci beaucoup, madame, pour votre invitation. Dites-nous, comment vous avez accueilli la nouvelle sur la condamnation en appel de votre client? Avec, bien entendu, grande déception, parce qu'on s'attendait à l'acquittement pur et simple, mais nous avons été surpris d'apprendre de l'arrêt qui a été prononcé hier que notre client a été condamné, bien entendu avec réduction de peine, mais à des peines lourdes de 13 ans de travaux forcés. Et nous venons ici, sur votre invitation, apaiser les esprits de tous ceux qui croient encore en Vital Kamere, qu'il n'est pas encore sous les statuts d'un condamné définitif. Il est encore prévenu qu'il reste encore des voies de recours ouvertes, qu'il va le moment venu exercer devant les instances indiquées. Justement, comment comptez-vous arriver à ce point? Nous parlons justement de la relaxation de votre client. Il reste quelques voies de recours ouvertes à l'interne, notamment le pourvoi en cassation, avec cette possibilité qu'offre la loi, qu'au niveau de la cassation, le prévenu qui se pourvoit en cassation par déclaration faite au greffe de la juridiction ayant rendu la décision a la possibilité de demander à la Cour de cassation sa mise en liberté provisoire. Et nous entendons conseiller à notre client de suivre cette voie-là pour que le droit et le bon soient dits. Et si nous épuisons le voie de recours interne et que la voix de Vital Kamere et de ses conseils ne serait pas entendue, nous pensons que nous allons pouvoir exploiter le voie de recours
régionales et internationales. Et comment comptez-vous maintenir ceux qui sont dessus par rapport à ce verdict? Nous appelons à tous ceux qui sont dessus de la décision que les carottes ne sont pas encore cuites. Il y a encore des voies de recours. Nous appelons tous ceux qui croient encore en Vital Kamerhe et en ses vertus que le combat continue sur le plan judiciaire et que ce n'est pas la fin de la vie. Donc nous allons continuer à soutenir notre client jusqu'au bout, étant donné que les instruments juridiques internationaux, la Constitution et les lois de la République lui offrent toutes les garanties de se pourvoir par toutes les voies des droits. Vous êtes son avocat, certes, mais cette question ne nous a pas échappé. Quid de l'alliance UNC, Union Sacrée, après ce verdict? C'est une question qui revient aux structures politiques de l'UNC, de l'UDPS, comme ils étaient des partenaires. C'est une question qui échappe à nous, en tant qu'avocats. Nous ne pouvons pas avoir une opinion politique sur les relations politiques entre l'UNC et l'UDPS et d'autres plateformes politiques, ou entre Vital Kamerhe et son partenaire Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maître Jean-Marie Kabengela Ilunga, vous êtes l'un des avocats de Vital Kamerhe. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci madame de votre invitation. Et nous poursuivons ce journal avec la grève sèche des médecins des hôpitaux de la ville de Kinshasa. Le gouverneur des provinces a interpellé ce personnel soignant et leur a exhorté d'assumer la prise en charge des malades et d'ouvrir leur morgue. C'était au cours de l'entretien accordé aux syndicalistes de médecins sur l'île. Préoccupés par les conséquences découlant de la grève de médecins à travers la ville de Kinshasa, surtout en cette période où la République démocratique du Congo est touchée par la troisième vague de Covid-19, le gouverneur Jontini Ngobila a échangé avec le médecin responsable et délégués syndicaux du service de santé de la capitale sur cette question afin de découvrir les raisons de cette grogne sociale. Parmi les revendications des syndicalistes de blouse blanche figure l'alignement par le gouvernement national des agents non primés, la mise en œuvre de protocoles d'accord, l'exécution stricte de crédits budgétaires et autres. Cette grève a été observée dans tous les services des hôpitaux ainsi que leurs morgues, d'où la condamnation de ce personnel soignant par le chef de l'exécutif provincial. Il a également demandé à ses interlocuteurs d'ouvrir toutes les morgues et d'autres services indispensables dans la prise en charge de malades et de se référer aux autorités provinciales dans de pareilles situations. Le gouverneur n'était pas d'accord avec les grévistes puisque les grévistes ont commencé directement avec une grève très sèche et ce qui n'est pas bon pour la population. Il n'y avait pas un service minimum au niveau des hôpitaux et le gouverneur nous a instruit de faire une enquête dans des hôpitaux et d'établir les responsabilités. Pour rappel, la grève observée pendant 3 jours a causé beaucoup de préjudices, aussi bien des hôpitaux de Kintambo, Makala et Ngiringiri qu'aux patients. Sur le continent, Laurent Gbagbo est attendu ce jeudi 17 juin en Côte d'Ivoire. L'ancien président fait son grand retour après 10 ans d'absence et 3 mois. C'est après avoir été définitivement acquitté par la Cour pénale internationale. Un retour qui marque le début d'une décrispation tant souhaitée par la classe politique ivoirienne. À Abidjan comme à Yamoussoukro, les sympathisants de l'ancien président ivoirien se mobilisent pour l'accueillir à un jour de son arrivée prévue ce jeudi 17 juin. Dans les rues de la capitale ivoirienne, c'est une mobilisation tous azimuts. L'on peut apercevoir des banderoles et pancartes érigées pour accueillir l'ex-chef de l'État ivoirien 3 mois après son acquittement par la Cour pénale internationale. Le Front populaire ivoirien pro-Gbagbo a confirmé lundi l'arrivée de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Sa formation politique, qui ne parle plus d'accueil triomphal, a salué l'annonce d'après laquelle elle pourra disposer du pavillon présidentiel de l'aéroport pour accueillir l'ancien président. Le retour au pays de Laurent Gbagbo s'accompagne des messages sur les réseaux sociaux venant des nostalgiques rêvant à haute voix d'une candidature de l'ex-président à la présidentielle de 2025. Au-delà de la possibilité juridique de se présenter liée à sa situation pénale, ses proches se gardent bien d'employer en public le vocabulaire de la revanche, préférant celui de la réconciliation.
Plusieurs analystes estiment que le retour de Laurent Gbagbo est un événement qui marque le début d'une décrispation politique tant souhaitée par la classe politique ivoirienne. Mais l'ancien président de la Côte d'Ivoire n'a pas encore révélé en public son intention d'ébriguer la magistrature suprême aux prochaines échéances électorales. Dans le camp de l'actuel président Alassane Ouattara, l'on prône la réconciliation et l'unité pour préserver un climat de paix dans le pays. Et en sport, c'est un retournement des situations en Vodacom Ligue 1, alors qu'Evêque Club était rassuré de finir en tête du classement après avoir trouvé gain de cause dans les dossiers qui l'opposaient au CS Don Bosco sur le joueur Matuta Lazao, et c'est Mazembe qui passe en proie en pole position plus tôt après la décision d'une commission ad hoc rendue hier. On en parle avec Christian Bokaya, notre analyste maison. Christian, bienvenue. Merci Nathalie. Après une longue bataille juridique entre Evêque Club et Mazembe, finalement, ce sont les Corbeaux qui trouvent gain de cause. Et oui, il faudra dire que la bataille a été rude, mais je souhaiterais ici commencer d'abord par la genèse de cette affaire. Tout a commencé après la défaite de Mazembe à Goma face à l'AS Dauphin Noir. Mazembe qui revenait justement d'une défaite en classico face à Evêque Club à Lubumbashi, allait arriver à Goma. Mazembe trébuche alors que personne ne s'y attendait. Mazembe battu alors que, selon le Corbeau, selon les officiels du club, cette rencontre ne devait pas se jouer aussi longtemps que la FECOFA n'avait pas tranché un cas qui était déjà sur sa table pour la sanction du club l'AS Dauphin Noir. Alors, Mazembe avait commencé d'abord par introduire une dénonciation auprès de la Linafoot qui a répondu par la négative. Au second degré, le club de Lubumbashi a été débouté, ce qui donnait justement plus de chances, soit toutes les chances à l'AS Club de pouvoir finir en tête du classement. Et puis là, Mazembe avait saisi l'instance supérieure qui est bien sûr la Fédération Congolaise de Football Association qui à son tour avait institué une commission ad hoc pour statuer sur ces dossiers. Alors comme vous l'avez dit, hier le verdict de cette commission a été rendu, se fondant sur le prescrit des articles 113, 242 et 246 des règlements généraux sportifs. Cette commission décide donc d'infliger un forfait avec le pour tout le match auquel l'intéressé a pris part, c'est-à-dire que dans le cas du joueur Matuta Lazao, mais ici, pour répondre peut-être très vite d'une manière brève, Mazembe d'abord a trouvé gain de cause dans le dossier qui l'opposait à l'AS Dauphin Noir. C'est-à-dire que là-bas, Mazembe gagne 3 points. Et puis concernant le litige qui opposait Don Bosco à l'AS Club sur le joueur Matuta Lazao qui aurait double identité, là aussi, voilà, Mazembe profite du verdict rendu par la commission ad hoc de la FECOFA pour voilà, passer en pole position. Tout à fait, une pilule difficile à avaler par les supporters des l'ASV Club qui sont descendus aujourd'hui dans la rue pour réclamer. Bon, c'est une affaire à suivre. Mais pourquoi autant de confusion autour de ces dossiers entre la FECOFA et la Ligue nationale de football? Alors la question pertinente, je voudrais bien revenir sur le communiqué de la commission de gestion de la Ligue nationale de football rendu public le 2 juin dernier. Dans ce dossier, dans ce communiqué, il était dit ceci. Répondant à la lettre de demande des renseignements de Don Bosco, la FECOFA conclut qu'il s'agit d'une double affiliation avec changement d'identité commise par l'Académie de Tchangou. Ça veut dire que le joueur Matuta Lazao, certes, ici on reconnaît qu'il est le joueur de l'Académie Club Tchangou, mais qui a été chez KFA. Alors là, la complicité pour le changement d'identité a été faite entre le joueur qui avait un second passeport ordinaire en 2017 avec des données contraires au premier passeport. Là, c'est la décision de la commission de gestion. Et puis un autre paragraphe très vite. La commission de gestion avait relevé ensuite qu'Evêque Club était étrangère à cette forfaiture et n'avait commencé à utiliser le joueur qu'après avoir obtenu des assurances auprès de la FECOFA. Donc, ici, on comprend que la Linafoot, avant de statuer sur ces dossiers, s'était recouru aux données fournies par la Fédération Congolaise de Football Association. Même le coach de l'AS Vita Club, Florent Ibenge, l'avait déclaré. Oui, il avait dit qu'il avait pris tout le temps de pouvoir parler avec le membre de la Fédération Congolaise de Football Association pour lui donner une assurance s'il pouvait ou n'est pas utiliser le joueur Matuta Lazao. Alors, ces derniers avaient reçu, bien évidemment, de l'autorisation. Alors là, on est un peu embrouillé, on est dans une sorte d'enchevêtrement, puisque au niveau de la Fédération Congolaise de Football Association, on dit pratiquement le contraire de ce qui a été dit dans
justement la correspondance de la Ligue nationale de football association, alors que cette dernière, ça veut dire que la commission de gestion s'était référée aux propos de la FECOFA pour statuer justement sur ces dossiers. Justement, et puis pour l'instant, cette bataille juridique est finie, ou bien V-Club doit utiliser d'autres voies de recours? Pour l'instant, il faut dire que l'ASV Club doit voir si possibilité il y aura, saisir les tribunaux arbitral du sport. Peut-être c'est l'instance supérieure pour voir comment peut-être trouver gain de cause, parce qu'au pays, on ne peut pas encore aller en appel sur une décision de la haute instance qui a été bien sûr rendue hier par la commission ad hoc qui a été bien sûr instituée par la Fédération congolaise de football association. Merci Christian Bokaya pour cette lumière. On signale que le président de la Ligue nationale ainsi que le secrétaire adjoint ont été suspendus. Et très vite pour finir, dans le cas actuel, il faut dire que Mazembe est premier, comme le classement le disait tout à l'heure. Mazembe est premier avec 66 points, puisqu'on a retranché 9 points avec Club, puisque Matuta Lazao a livré le match contre Dauphin Noir, contre Renaissance, bien évidemment contre Don Bosco. Donc on retranche 9 points avec Club. Le Club rétrograde à la deuxième position avec 64 points. Donc Mazembe et Maniema Union sont bien partis pour gagner le trophée de la 26e édition. Merci beaucoup Christian Bokaya. Et toujours en sport, le président de la Fédération congolaise de football association vient de rendre le tablier. Constant Marie Selemani démissionne de ses fonctions à la tête de la FECOFA. Il a fait au cours d'un point de presse qui s'est tenu cet avant-midi justement au siège de la FECOFA. Christian Bokaya, on vous libère. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Après Béni, le chef de l'État est annoncé ce mercredi à Kasindi. Sur place, il aura un tête-à-tête avec son homologue ougandais Yoweri Museveni avant de lancer les travaux de construction de la route Béni-Kasindi. À l'Assemblée nationale, le rejet du projet de loi d'habilitation du gouvernement ce mardi en seconde lecture après les Sénats. Affaire Bukanga-Lonjo, le Sénat a assumé son indépendance. Il a dit non une nouvelle fois à la levée des immunités des Matata Pogno. Justice, procès son jour. La peine de Vital Kamerhe est réduite à 13 ans des travaux forcés. Verdict de la Cour d'appel de Kinshasa ce mardi. Vous avez suivi les détails avec l'un de ses avocats dans ce journal. En sport, c'est officiel. Constant Marie Selemani vient de démissionner à la tête de la FECOFA. Il a dit au cours d'un point de presse tenu cet avant-midi. En sport, toujours Vodaka en première ligue, nouvel épisode dans l'affaire Matoutala. Sanctionné, V-Club perd les titres au bureau, au grand bonheur du tout-puissant Mazembe de Lubumbashi. Restez avec nous tout de suite, la revue de presse. Et c'est avec vous, Jenny Kayembe, bienvenue. Merci Nathalie, bonjour à tous. À la une de votre revue de presse, projet de loi d'habilitation du gouvernement, les députés nationaux ont rejeté ce projet. Effectivement Nathalie, on peut déjà constater que le Parlement assume déjà son indépendance. Congo Synthèse note Assemblée nationale, la plénière a rejeté le projet de loi d'habilitation du gouvernement, et cela en seconde lecture car elle a déjà été examinée par le Sénat. Les élus nationaux doivent pendant ce temps attendre les explications du bureau en se référant à l'article 144 de la Constitution. Faisons allusion à l'état des sièges pour savoir pourquoi ils vont jouer aux prolongations. Politico, un point CD note pour sa part que Délice Sanga salue le refus par l'Assemblée nationale de conférer au gouvernement le pouvoir de proroger l'état des sièges. Ces députés nationaux estiment que le rejet de l'examen du projet de loi d'habilitation du gouvernement à statuer par l'ordonnance loi portant l'état des sièges est la plus grande décision prise à ce jour par l'Assemblée nationale car elle sauvegarde le fondement de la démocratie en République démocratique du Congo, Nathalie. Malgré son adoption par le Sénat, la loi d'habilitation est rejetée à l'Assemblée nationale. Ces textes permettent au gouvernement de proroger, suivant la nécessité, l'état des sièges décrété sur une partie du territoire national complète les potentiels.
Merci Jenny, on va poursuivre. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe a rendu son verdict hier dans l'affaire opposant Vital Kamerhe, Sami Jamal et consorts. Oui, Nathalie, les verdicts est tombé hier dans la soirée. Politico.cd écrit pour sa part, la cour d'appel réduit la peine de Vital Kamerhe de 20 ans à 13 ans de travaux forcés. Et des réactions n'ont pas tardé justement à ces sujets, Nathalie. Quelques heures après l'arrêt de la cour d'appel, Mediacongo.net renseigne que le secrétaire général de l'UNC, Billy Kambale, a convoqué une réunion d'urgence sur des membres de la base. Pour beaucoup des militants de l'UNC, repris par Politico.cd, Kabila vaut 1000 fois que Tshisekedi. L'UNC rappelle à Félix Tshisekedi qu'il avait juré que s'il trahit Kamerhe, que malédictions s'en suivent. Nathalie, les avis sont donc partagés. Si certains sont mécontents du verdict de la cour d'appel, d'autres par contre se réjouissent. C'est le cas par exemple d'un militant de la coalition Lemouka qui s'est réjoui du verdict de la cour d'appel. Affaire Boukangalonzo, le Sénat fait montre de son indépendance. Tout à fait, la Chambre haute du Parlement a rejeté la demande du procureur auprès de la Cour constitutionnelle de lever les immunités du sénateur Matata Ponyo. 46 sénateurs ont voté oui, 49 ont voté non et un bulletin nul, rapporte actualité.cd. Soulagé par la décision de ses collègues au sortir de cette plénière, l'ancien Premier ministre s'est livré à la presse et a affirmé à l'opinion publique qu'il n'a jamais détourné ne serait-ce qu'un dollar dans le projet Boukangalonzo. Donc, aucune poursuite judiciaire sera entamée pour l'instant contre les sénateurs Matata Ponyo, puisque la Chambre haute du Parlement n'a pas donné son faveur à la justice. Justement avec la CPI, Karim Khan aux commandes. Oui, c'est désormais Karim Khan qui sera chargé d'enquêter au sein de la Cour pénale internationale sur les pires atrocités. Cet avocat britannique de 51 ans a pris officiellement ses commandes aujourd'hui comme procureur général de la CPI, après l'Argentin Louis Moreno Ocampo et la Gambienne Fatou Bensouda. Il est le troisième à occuper ces postes, rapporte Libération.fr. Un spécialiste reconnu de la justice internationale note newsyao.fr. Karim Khan a de nombreux défis à relever pour apporter des réformes à la CPI. Merci Jenny KMB pour tous ces détails. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.